BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Notre invité ce soir, c'est Éric Trappier. Il est le patron de Dassault Aviation. Il est aussi, bien sûr, le président de l'UMM. Beaucoup de questions à vous poser, Éric Trappier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Il faut dire que record historique en 2022, à tout point de vue. Il reste en nombre de commandes de Rafale, mais aussi aujourd'hui en bourse, puisque vous pesez ce soir 14 milliards d'euros en termes de capitalisation boursière et vous avez votre titre a progressé de plus de 12%, 12,8%. Mais paraît-il qu'en 2023, ça peut être encore meilleur. C'est vrai ? Écoutez, d'abord, on va se réjouir du fait qu'on a un carnet de commandes qui s'est largement rempli grâce aux commandes de 2022, ce qui donne du travail à notre société et à tous nos partenaires, à toutes les 500 entreprises qui travaillent pour le Rafale, pour les Falcon, jusqu'à au moins 2030-2032. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble de l'écosystème de l'aviation de combat et des avions d'affaires. Au total, là, vous avez 156 avions commandés, c'est ça, 92 Rafale, et on en attend d'autres. Oui, on va continuer. On a un moment Rafale. Cette réussite va en générer d'autres, car elle se voit. Et l'avion est l'avion le plus adapté aujourd'hui pour un certain nombre de pays qui cherchent à remplacer leurs anciens avions de combat et qui trouvent dans le Rafale une polyvalence et une capacité opérationnelle à un prix totalement acceptable par eux. Et donc c'est la bonne offre dans le domaine des avions de combat aujourd'hui. J'ai envie de dire, il faut dire ça à nos partenaires européens, parce que là c'est la méga commande des Émirats unis qui vous booste. Il y a évidemment l'Arabie Saoudite, il y a la Colombie, l'Inde, bref, il y a l'Indonésie. Mais en Europe, il n'y a pas de commande de Rafale. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour convaincre nos partenaires européens? Il y a, dans la vente des avions de combat, un mixte entre la qualité de l'avion et la relation politique. Aujourd'hui, l'Europe, je l'ai souvent dit, il y a une espèce de préférence européenne pour l'Amérique, car au sein de l'OTAN, les Américains pèsent, et on n'a pas de critique sur ça, mais du coup, beaucoup d'Européens choisissent d'acheter les avions américains. Heureusement, il y a quand même la France qui achète des avions français, il y a la Grèce qui achète des avions français, absolument. Il y a la Croatie qui a acheté aussi des Rafales, donc... je pensais à nos grands partenaires européens. Mais nos grands partenaires européens, et en particulier l'Allemagne, ont fait un choix d'avions américains de manière limitée, donc pour laisser quand même... je rappelle qu'ils fabriquent aussi un autre avion européen et qu'ils veulent aussi contribuer à faire un avion de combat européen demain. Oui, ça on y reviendra bien sûr, c'est encore un autre dossier. J'ai envie de dire parfois, je vais être un petit peu caricatural, pardonnez-moi, un peu l'arlésienne qu'on connaît en Europe sur les grands projets industriels. On y reviendra tout à l'heure. Est-ce qu'il faut donner des avions de combat à l'Ukraine ? Ça, c'est un sujet qui est extrêmement politique, sur lequel je réserve bien évidemment la réponse. Ce que je peux simplement dire, c'est que dans tout conflit moderne, l'aviation de combat est une composante essentielle, et celui qui arrive à voir le ciel maîtrise la terre. Donc il y a des besoins d'avions de combat dans tout conflit. Maintenant, de savoir si on doit donner des avions à l'Ukraine ou pas, c'est l'affaire des politiques. Juste une question, il faut combien de temps pour former un pilote d'un avion de combat? J'aurais tendance à dire... Pour un Mirage ou un Rafale, Mirage, on va dire un Mirage. Un pilote qui vole déjà sur Mirage, sera assez facile de le former sur Rafale. Un pilote qui vole sur des avions beaucoup plus rustiques, il faudra un peu plus de temps. Et c'est quoi plus de temps? C'est un an, 2 ans de formation? Il n'y a pas que la formation du pilote, il y a aussi la formation de l'arme aérienne. C'est un ensemble de moyens pour pouvoir opérer avec ses forces au sol, donc des moyens de communication, des capacités de livrer des armes. Donc c'est aussi tout un sujet global. Donc c'est pas simplement apprendre à piloter l'avion. On reviendra sur les commandes futures. Juste un petit mot. Lorsque vous voyez que votre capitalisation elle est proche de 15 milliards, je disais 14 milliards, c'est un petit peu plus, c'est plutôt proche, c'était 14,8, donc c'est 15 milliards d'euros. Vous vous dites, tiens, on pourrait rentrer dans le CAC 40. C'est ce soir justement qu'on va savoir. J'y ai même pas pensé, donc on est très bien au sein du SBF 120. Voilà, donc et c'est pas un sujet pour moi de chercher à monter au CAC 40. Et pourrait avoir un tout petit peu plus flottant?
Est-ce que vous avez un flottant qui est petit parce que les Dassault ont 62%, Airbus à 9%, donc ça fait un flottant qui est peut-être pas suffisamment fort. Ça serait bien peut-être que les Dassault... Si Airbus vend ses actions, il y aura un peu plus de flottants. C'est ça, voilà, d'accord. Ok, message envoyé à Guillaume Faury. Sur l'année prochaine, donc qu'est-ce que vous... Là, il y a des commandes. En lançant cette invitation pour que vous veniez ce soir, Éric Trappier, je m'attendais presque à ce que vous nous annonciez le deuxième volet de la commande indienne. Où est-ce que vous en êtes ? On en est de manière très proche, puisque la marine indienne a déclaré qu'elle avait fini son travail d'évaluation. Donc elle a fait monter son dossier vers les autorités du ministère de la Défense et gouvernementales. Donc maintenant, on attend de manière sereine la décision qui pourrait arriver. Je rappelle que c'est 26 avions de combat pour la marine indienne. Qui seront fabriqués où et comment ? Ils seront fabriqués a priori en France. En France ? Dans le cadre des partenariats qu'on a bâtis en Inde et des obligations que nous avons d'offset, très certainement on ira vers des fabrications locales aussi. Oui. Ce sera combien d'avions ? 26. 26. La France devrait aussi vous passer une commande pour l'année prochaine. C'est pour ça que certains disent 2023 sera encore meilleur que 2022. Ça sera certifié quoi ? Ça dépend de la loi de programmation militaire ? Alors ça dépend du budget en termes d'autorisation d'engagement, donc de signature de contrat, oui. 42 avions. On y travaille depuis déjà un certain nombre d'années. La loi de programmation militaire démarrera en 2024 jusqu'à 2030. Elle est en cours d'élaboration. Elle a commencé à avoir des présentations par le président de la République et elle va être déclinée maintenant devant les parlementaires. Évidemment, les livraisons de ces avions-là débuteront pendant la loi de programmation militaire. Donc ça fait 42 avions à négocier avec l'État. Et c'est pour un prix de combien ? Ça, les prix, c'est entre nous et notre client français. Mais est-ce que votre client français, comme vous dites, qui a quand même porté pendant longtemps, mais il a eu sans doute raison, lorsqu'on voit le succès aujourd'hui des Rafales, c'est le prix que vous faites à l'armée française, il est inférieur au prix que vous faites par exemple à l'armée indienne ou à l'armée... Non, c'est le même à peu près. C'est le prix catalogue, comme on dit, est le même. Ça n'apparaît pas de la même manière, parce que quand on fait un contrat à l'exportation, nous vendons tout. Nous vendons l'avion, nous vendons le moteur, nous vendons le radar, nous vendons tous les équipements à bord. Quand on vend à la France, on ne vend pas le moteur, par exemple, on ne vend pas le radar. C'est acheté directement par l'État. On l'intègre dans l'avion, mais voilà. Donc ça fait des chiffres d'affaires moindres quand on vend à la France que quand on vend à l'export. C'est le même avion. Hein. Oui, c'est le même avion, in fine. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même de cadence, un problème aussi de la supply chain ? Lorsqu'on voit, je recevais Olivier Andriès, le directeur général de Safran, qui a aussi des commandes historiques, des commandes de moteurs devant lui. C'est bien, mais il faut fournir. Alors, nous allons passer avec le Rafale à cadence 3. Nous avons préparé ça et anticipé ce passage à cadence 3 avec l'ensemble de nos fournisseurs. Donc expliquez peut-être ce que ça veut dire, nous on connaît. Ça veut dire qu'on va fabriquer 3 avions par mois, mais ça veut dire aussi que tous les ensembles qui constituent l'avion vont être fabriqués à hauteur de 3 par mois. Voilà. Et donc ça, c'est prévu. On est loin des cadences de l'aviation commerciale et de ce que peut annoncer Safran dans le domaine. Ce qui est sûr, c'est que par ailleurs, les fournisseurs, la chaîne de fournisseurs a souffert du Covid, a souffert d'un certain nombre de pénuries, de renchérissement du prix de l'énergie, et que nous avons aujourd'hui des fournisseurs qui, pour certains, sont en difficulté. Donc il faut avoir l'œil attentif à ces fournisseurs, c'est ce que nous faisons et c'est pour ça que nous avons anticipé. Oui, parce que cette montée en cadence, parce que si on regarde les chiffres, en fait, vous avez en 2022, les commandes, le carnet de commandes devant vous, il est impressionnant, mais quand on regarde ce qui a été livré, par exemple, en 2022, c'était 14 Rafales, en 2023, c'est 15 Rafales et 35 Falcon qui devraient être livrés. C'est pas énorme. Oui, parce qu'en fait, on suit les contrats. Et là, on est entre deux. Une série de contrats à l'exportation que nous avons fini de livrer. Nous en profitons parce qu'il y a eu des décalages de livraison pour les Français
et je le rappelle, pas pour des raisons de livrer d'abord l'export, mais pour des raisons budgétaires françaises. Nous livrons maintenant des avions français et en particulier en 2023, nous allons livrer principalement des avions français. Parmi les 15 que vous avez cités, 14 iront à la France. Et ils n'iront pas en Grèce, ils n'iront pas ailleurs, non? Vous êtes sûr que non? Non, ils iront vers la France. D'ailleurs, c'est pas moi qui décide s'ils vont ailleurs ou pas. Qu'est-ce qui ensuite, décide ce sont les armées avec le président de la République et le gouvernement qui décident, pour des raisons stratégiques, de dire que on a pu donner des avions à la Grèce ou à la Croatie. Les commandes qui sont en cours, qu'on vient de prendre en 2022, elles se livreront à partir de 2025, 2026. Donc c'est là que les cadences vont augmenter. Et c'est là où il peut y avoir des inquiétudes. Oui, il y a des inquiétudes, mais on les gère aujourd'hui. Donc on a anticipé, on monte la cadence et on s'occupe que nos fournisseurs soient bien au rendez-vous. Donc on est plutôt confiant d'arriver à tenir ces délais de livraison. Juste parce que vous parliez de fournisseurs, c'est presque une question, enfin un patron de Dassault, mais plutôt au président de lui-même. Aubert et Duval, qui a été racheté par Safran et Airbus, en fait le deal est toujours en suspens parce que les Chinois bloquent le processus en disant que pour eux, il y a des pièces critiques, etc. Comment est-ce que c'est possible que des Chinois bloquent le rachat d'une entreprise française par des Français? Alors, c'est pas mon sujet, c'est celui de Safran, je sais bien. Oui. Quand il y a un rachat, il y a une consultation des pays qui sont les clients pour regarder s'il n'y a pas des méga concentrations. Donc Aubert et Duval a eu les autorisations, Safran, Airbus et Aerofond ont eu les autorisations de l'Union européenne, elles ont eu les autorisations de tous les pays. Il reste la Chine, on espère que ça va se faire rapidement car ça ne dure que trop longtemps ce type de période dans laquelle il faut rapidement que le propriétaire change de main. Est-ce que la supply chain, pour vous, elle est sécurisée, notamment sur les matériaux? Non, elle n'est pas encore totalement sécurisée. Les risques sont toujours élevés parce qu'il y a toujours des pénuries sur les composants, par exemple. Il y a toujours des pénuries sur certaines matières premières. On s'organise. Sur lesquelles, pour vous? Par exemple, le titane. Ça reste une pression forte et vous savez que tous nos avions sont en titane. Donc, les plus petits d'entre nous, l'augmentation et le renchérissement du prix de l'énergie, quand vous travaillez la matière, vous dépensez beaucoup d'énergie. Donc, c'est compliqué. Continuent à investir pour moderniser leur outil de travail, c'est-à-dire le numérique en particulier. Donc, il y a certaines entreprises qui peuvent être en difficulté et surtout, vous allez avoir une augmentation des cadences de l'aviation commerciale en parallèle de l'aviation de business jet et de Rafale. Donc, et quand vous augmentez les cadences, il faut investir. Vous augmentez vos capacités, il faut embaucher. Mais en plus, il y a des pénuries de talents. Vous avez des pénuries de talents chez vous aussi? Alors, chez nous, Dassault, non, mais dans notre supply chain, en territoire, c'est toujours un petit peu plus difficile parce qu'il y a peu de mobilité en France. Et donc, les PME en territoire ont du mal à embaucher. Un Rafale commandé là en 2023, il est combien plus cher qu'un Rafale commandé en 2020? 2021, parce que l'inflation, c'est partout. C'est dans notre panier, notre quotidien. 3 ans d'inflation entre 2020 et 2023, ça fait pas beaucoup. C'est là maintenant que ça commence à augmenter. Quand même, Vous avez une inflation en 2021, 2022. Mais nous, quand on livre un avion en 2023, ça veut dire qu'il a été fabriqué avant. Donc c'est à partir de maintenant que les prix augmentent et suivent d'une certaine manière l'augmentation du prix de la matière première. C'est plus 16%, plus 20%? Non, c'est pas ces points-là. Non, c'est quelques pourcents. C'est quelques pourcents. Non, parce que sinon l'inflation, on voit bien, même si le gouverneur de la Banque de France vient de dire que ça sera réduit. Il faut séparer l'inflation des produits alimentaires qui se sont envolés ces derniers mois et de l'inflation de matières premières aussi. Matières premières, oui, mais c'est redescendu un petit peu. L'aviation d'affaires, rapidement. L'aviation d'affaires, parce que là, ça a redémarré, malgré les Russes qui ont fait des croix sur des commandes. Belle année de prise de commande pour l'aviation d'affaires, 64 Falcon qui donc prennent en compte le fait qu'on a annulé tous les avions russes pour les raisons de sanctions. Combien d'annulations? Je ne donne pas le chiffre, mais c'est significatif. C'est 10? C'est entre 10 et 15%. Oui. Entre 10 et 15%, donc d'accord. Donc c'est en dessous de 10. Voilà, mais quand on les annule sur un chiffre de livraison, ça compte. Voilà. Donc, mais bon, on s'organise différemment. On vend bien aux États-Unis, on vend bien en Europe.
un petit peu au Moyen-Orient, et l'Asie hors Chine redémarre bien. Est-ce que le carburant propre, c'est déjà quelque chose, le e-fuel, du reste, je crois que certains de vos avions volent de façon adaptable? Oui, on travaille e-fuel. beaucoup à rendre nos avions de moins en moins consommateurs de CO2, de manière traditionnelle, aérodynamique, pour éviter le bashing. Les moteurs, etc., pour s'inscrire dans la transition énergétique et la sobriété. Et la clé, c'est bien sûr les carburants, biocarburants aujourd'hui. On vole déjà à 30% avec des biocarburants, mais on peut aller jusqu'à 50%, ce qui voudrait dire la moitié d'émissions carbone. Et par exemple, notre futur avion, le 10X, sera à 100%. Il pourra voler avec des carburants totalement alternatifs, décarbonés. Donc ça, c'est une route que l'on a. La question est avec ceux qui produisent ces carburants et qui les définissent. On va avoir demain des produits synthétiques qui permettront de capter le CO2 pour en faire des produits énergétiques à base d'hydrogène. Et donc, on aura pour 2050 un zéro net d'émissions pour l'aviation d'affaires. C'est un avantage de l'aviation d'affaires parce que les utilisateurs de l'aviation d'affaires qui sont des grandes entreprises, accepteront de payer un petit peu plus pour s'inscrire dans cette décarbonation, le prix des carburants. Ouais. Je reviens un instant sur les Rafales. Aujourd'hui, la défense pèse combien dans votre chiffre d'affaires? Donc, le chiffre d'affaires qui lui reste un petit peu en baisse, malgré cette année record historique, à cause notamment de ces annulations de commandes des Russes. Les chiffres d'affaires, on a à peu près la moitié de l'export, et puis un quart, un bon quart pour les Falcon et un petit quart, voire un 20% pour la France. Oui, et donc les Rafales, c'est ce que vous appelez l'export. Non, mais ça veut dire qu'on est quasiment à plus de 80% à livrer et à vendre à l'international. Donc quand on nous compare à des gens qui ne vivons qu'au crochet de l'État, c'est complètement faux, et déjà depuis des années et des décennies. Oui. Est-ce que sur les commandes, on parle beaucoup d'une très très grosse commande, tout à l'heure j'en parlais de l'Arabie Saoudite, où est-ce que vous en êtes? On est en discussion Non, dans les discussions, on est à quel stade des discussions? On discute avec l'Arabie Saoudite. En aucun cas, j'ai parlé d'une grosse commande pour l'Arabie Saoudite. Donc c'est un pays parmi d'autres qui voit... Il y a des discussions en cours? Il n'y a pas de discussion en cours, en particulier sur l'Arabie Saoudite. D'accord. Il y en a avec la Colombie? Il y en a avec la Colombie, les Colombiens eux-mêmes l'ont déclaré, donc on travaille avec ce pays nouveau ou plutôt ancien, puisque la Colombie a eu des mirages à une époque, et donc c'est très bien de revenir un petit peu en Amérique du Sud. Vous parlez autour de combien d'avions? C'est une quinzaine d'avions. Quinzaine d'avions. Avec la Serbie, là, on parle d'une douzaine d'avions? On parle d'une douzaine d'avions. Vous avez vu les déclarations du président serbe, et on discute avec les Serbes pour cette acquisition. Question peut-être au président de l'UIMM. Est-ce que pour vous, lorsque vous voyez les déclarations des dirigeants de Volkswagen qui disent voilà, notre usine de batterie, on réfléchit, on va faire une pause d'investissement, mais on va peut-être aller aux États-Unis parce que là, on a un chèque tout de suite. Est-ce que le président de la puissance fédération des industries métallurgiques se dit là, on a un gros problème et que l'Europe n'a pas une réponse suffisamment rapide? On a un vrai sujet, c'est que pour faire de l'industrie, on a besoin de transformer de la matière pour en faire des produits finis. Donc on a besoin d'énergie. Les Allemands ont ce problème encore plus que nous, puisqu'ils étaient très dépendants du gaz russe. Et donc le gaz liquéfié qu'ils sont obligés d'acheter leur coûte beaucoup plus cher. Deuxièmement, la décarbonation imposée par l'Union européenne nécessite des gros investissements aussi. Donc cette aide américaine qui est faite pour ceux qui fabriqueraient ou développeraient des voitures et d'autres produits dans le cadre de la décarbonation aux États-Unis bénéficieront d'un certain nombre d'aides. Donc on appelle bien sûr l'Europe à se mobiliser pour le faire. La France a commencé aussi une certaine mobilisation dans le domaine. Vous savez qu'il y a un bouclier énergétique aussi. On a heureusement... C'est pas à la hauteur de cette arme fiscale qu'elle ira. Les Américains sont toujours très réactifs, très offensifs. C'est un pays, voilà, c'est pas un ensemble de pays, et donc ils n'ont pas de problème pour décider d'un certain nombre de décisions, et immédiatement les industriels s'engouffrent dedans. C'est vrai que certains industriels allemands ont décidé... Mais pas que. Non, pas que. Regardez, bien sûr. Olivier Andriès de Safran, ici même, il avait dit... Oui, parce que lui, il a un problème, c'est que 60% pour fabriquer des freins, ça vient du prix de l'énergie. Le renchérissement du prix de l'énergie
en Europe comparativement à d'autres pays lui coûte cher, sans compter la compétitivité. Il y a beaucoup d'entreprises. Vous, en tant que président de l'UIMM, est-ce qu'on vient vous voir souvent en disant bah, écoutez, voilà, nous, on se pose la question. Rappelez-vous, l'UIMM, c'est plus de 90% de PME. Oui. Les grandes entreprises peuvent se délocaliser, les petites ne le peuvent pas. Donc vous avez, que ça soit dans le Mittelstand allemand ou dans les PME françaises, elles ne se délocaliseront pas. Donc c'est là que s'abattra la problématique de compétitivité. Donc il faut absolument aider ce tissu industriel. En France, on adhère totalement à la volonté de réindustrialiser. Oui. Ceci dit, les coûts sont les coûts. Donc à un moment donné, on se bat sur un marché international et il faut pouvoir avoir des prix compétitifs. Mais est-ce que vous avez il y aura des équilibres à trouver. Oui, mais comment ça veut dire quoi, ça ? Il faut que l'Europe se remobilise encore un peu plus. Il ne faut pas penser simplement Europe du marché intérieur. Il faut aussi avoir une vision stratégique. Petit à petit, ça vient. On a vu des mouvements en Europe pour commencer à le faire. C'est vrai des batteries, c'est vrai des composants. Il y a certains pays qui s'associent entre eux pour le faire. Oui, là, Éric Trappier, j'ai envie de dire, vous tournez un tout petit peu autour de ou du moins vous voulez pas vraiment répondre. Est-ce qu'il y a un vrai risque Il y a un vrai risque. Il y a un vrai risque. La Chine, est-ce qu'il y a une prise de conscience de ça ? D'un côté, et les États-Unis de l'autre, sont des pays extrêmement réactifs qui ont une conscience forte que leur souveraineté est basée sur leur industrie. Il faut que l'Europe, qui prend conscience petit à petit de cette souveraineté industrielle, en fasse encore un peu plus. Et c'est à l'échelle européenne ou à l'échelle de certains pays qui voudraient le faire un peu plus que l'Europe ne voudrait le faire. Donc il est urgent de se mobiliser dans certaines filières pour arriver à développer. Et comme je le dis, aux États-Unis, cette IRA, c'est de l'incentive. Et quand vous faites de la transition énergétique, c'est l'incentive, ça va aller très vite aux États-Unis. C'est pas forcément des lois. Oui. Ah oui. C'est du business. C'est du business. Les Américains, ils donnent de l'argent, l'industrie vient là, il trouve son compte, développe, investit, vend, et c'est très fluide. C'est du business. Voilà. Je crois que vous avez le meilleur résumé. Cette mobilisation, il faut bien que quelqu'un la mène du côté des entreprises. On vous dit très engagé au niveau de la présidence de l'UIMM. Ça vous tenterait d'être président du MEDEF ? Je sais que vous avez dit non, après non, j'irai pas, etc. Mais en même temps, il y en a beaucoup de grands industriels qui disent il est très engagé, il peut être un très bon candidat. Non, je n'irai pas pour la simple et bonne raison que président du MEDEF, c'est un métier à temps plein, que j'ai le mien de métier à temps plein, et j'ai ma passion aussi qui est de diriger Dassault Aviation. Par contre, je suis prêt à donner de mon temps, c'est ce que j'ai fait au titre de l'UMM, avec une belle équipe de permanents à l'UMM, des organisations territoriales elles-mêmes très fortes, et je prends vraiment plaisir à défendre l'industrie au travers cette fédération très active de l'UMM, qui est très impliquée dans le social, dans l'éducation, la formation, l'attractivité des métiers de l'industrie. Ouais. Je pense que ça, c'est très important. Dans le MEDEF, ma voix porte, et elle continuera à porter non seulement ma voix propre de Dassault Aviation et d'Éric Trappier, mais surtout la voix de l'UMM, qui est une puissante fédération comme là, on comprend le message pour ceux qui connaissent un tout petit peu les méandres du patronat français. Ça veut dire que, est-ce que vous souhaitez qu'il y ait un candidat, même si c'est pas vous, au nom de lui-même, qui soit comme un candidat au MEDEF ? Non, pas du tout. Je souhaite qu'il y ait un candidat qui représente bien l'ensemble des fédérations. On est multiples au sein du MEDEF. Il n'y a pas que l'industrie, il n'y a pas que la métallurgie, il y a l'alimentaire, il y a le logement, il y a la banque, l'assurance. Il faut quelqu'un qui fédère et qui soit capable d'avoir des convictions. Et nous, on lui apportera et on relaiera ses convictions et l'outil. La force de frappe de l'UMM se mettra au service de cette équipe du MEDEF dans laquelle nous jouerons un rôle important pour le bien de l'entrepreneuriat en France. Vous avez déjà quelqu'un qui vous paraît le candidat le plus adapté ? C'est le début, donc oui. Les candidatures se sont ouvertes le 6. On va attendre encore quelques jours pour voir qui se présente vraiment. Dans quelques jours, vous ferez connaître votre position ? Dans quelques jours, je ferai connaître ma position en fonction des candidats. Mais dans tous les cas, quel que soit le gagnant, nous apporterons, nous contribuerons à la bonne marche du MEDEF pour. Patrick Martin, c'est un bon candidat, et je pense à ça parce qu'il était là il y a quelques temps. Il a fait pas vraiment avec de candidature parce qu'il n'avait pas le droit. Enfin, il a fait un descriptif du candidat idéal, qui connaissent très bien la maison, etc. Donc je lui ai posé la question, je lui ai dit tiens,
vous correspondez justement à ce profil que vous décrivez. On connaît bien Patrick Martin, c'est un industriel lyonnais, il est numéro 2 du MEDEF aujourd'hui, il connaît bien les méandres du MEDEF, et donc il est candidat, et on verra les autres candidats avant d'apporter notre soutien à Pierre, Paul ou Jacques. Je ne vous le dirai pas aujourd'hui. Vous oubliez Patrick dans votre listing. Merci beaucoup Éric Trappier d'être venu ici. Il faut dire que tous les clignotants étaient au vert pour Dassault Aviation. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette grande interview. Surtout si vous voulez la revoir, la découvrir, c'est sur le site de BFM Business. Vous voyez le petit QR code replay podcast. C'est tout de suite Tech & Co comme tous les soirs avec François Sorel. Bonne soirée. Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.